Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le débrief Afrique pour décrypter les grands sujets de l'heure qui sont au menu du continent. Les défis sécuritaires, les choix politiques de transition, la souveraineté économique, les conséquences des crises internationales et les grandes transformations qui déterminent le continent de demain. Du Burkina Faso à la Guinée, du Sahel aux enjeux économiques mondiaux, une question traverse tous nos échanges depuis quelques semaines. Comment l'Afrique peut-elle reprendre la maîtrise de son destin dans un environnement international de plus en plus complexe, justement? Pour en débattre, je reçois sur ce plateau, justement, Mohamed Diong. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Mohamed Diong est journaliste à l'E360. Il est spécialiste des questions d'intelligence économique notamment et de géopolitique africaine. Mohamed Diong apporte donc une analyse transversale des rapports de force, des dynamiques économiques et des enjeux stratégiques qui traversent le continent depuis une bonne dizaine d'années, on va dire. En visioconférence depuis Nouakchott, je reçois Ahmedou Ould Abdallah. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République islamique de Mauritanie, donc diplomate de carrière et président fondateur du groupe Centre Stratégie Sécurité Sahel-Sahara. Donc c'est le groupe 4S.org. M. Ould Abdallah bénéficie d'une longue expérience dans la diplomatie internationale, notamment sur le continent. En tout cas, merci et bienvenue encore. Depuis Bamako aussi, notre correspondant permanent, Mohamed Danyoko, bonjour. Bonjour, M. Mohamed Danyoko donc, est correspondant permanent de Medi 1, du groupe Medi 1, depuis le Mali. Il nous rejoint donc pour le cœur de l'actualité ouest-africaine en général. Journaliste de terrain, Mohamed justement suit au quotidien les évolutions politiques, sécuritaires et sociales, notamment de la région. Sa connaissance du terrain et son réseau surtout de sources apportent un éclairage direct sur les réalités locales. Mohamed, on le suit tous les matins dans la grande matinale de Medi 1 TV. Merci à tous les trois et bienvenue. D'abord, pour commencer, est-ce que le Sahel peut vaincre le terrorisme sans stratégie régionale? Est-ce qu'on peut arriver au bout de ces questions qui se posent, qu'on se pose en tout cas, sans forcément s'organiser de manière globale? Parce que la progression des groupes armés au Sahel, vous l'avez dit, a profondément transformé les équilibres sécuritaires en Afrique de l'Ouest. Face à une menace qui dépasse les frontières nationales, plusieurs responsables africains défendent une réponse collective, cette fois-ci, fondée sur la coopération militaire, le partage de renseignements et la coordination régionale. Le vice-premier ministre, et ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, il dit que j'insiste sur la nécessité d'une approche commune, je vais le citer. Je reste convaincu, dit-il, d'une chose, que le terrorisme tel qu'il se présente actuellement ne peut être vaincu par un État. Il faut qu'il y ait une collaboration, une mutualisation des forces. Mohamed Diong, c'est le ministre de la Défense ivoirien qui le dit. La question, donc la coopération entre les États africains, est-elle freinée par les divergences politiques internes ou par des intérêts nationaux? Oui, mais je pense qu'il a parfaitement raison. Parce que là, il a posé un constat critique et sérieux. C'est-à-dire que le morcellement en fait, politique dans la région, aujourd'hui, nous amène à cette situation de faiblesse. Parce qu'au tout début en fait, de la crise au Sahel, la CEDEAO n'est pas allée en fait, de manière très coopérative avec les pays du Sahel. Au contraire, en fait, la CEDEAO, il faut le dire, a participé au basculement en fait, de ce qui se passe. Parce que ce n'est pas une question de politique intérieure du Mali, du Burkina ou bien du Niger. Ça, c'est une cuisine interne. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, s'il y a des coups d'État militaires, il y a aussi des coups d'État institutionnels. Donc, on ne peut pas régler ici et laisser là-bas. De coup d'État pour coup d'État, la CEDEAO devrait vraiment aller accompagner en fait, les pays qui subissent des attaques terroristes pour d'abord régler une question présente, une question récurrente, qui est une question sécuritaire. Après, maintenant, la CEDEAO aurait les moyens quand même de négocier à des retours de l'ordre constitutionnel, tant et si bien que c'est s'agit de ça, ou bien, en fait, organisation des élections. Mais que ce soit le Mali ou bien d'autres pays, il ne peut pas y avoir d'élections déjà. Ça, c'est écarté. A priori, parce que si on met un parallèle par rapport à ce qui se passe en Ukraine, est-ce que l'Ukraine a organisé des élections présidentielles? Non, parce que le pays est en guerre. Dans le même sens que les pays du Sahel aujourd'hui sont en guerre. Donc, exiger à ce que ces pays
organise des élections pour après venir intervenir, pour moi, ce n'est pas ça. Mais le problème fondamental, c'est quoi? C'est quand, comme a dit le ministre en fait, ivoirien de la Défense, oui. De la Défense, le partage d'informations, de renseignements, pose problème au niveau de Sahel. Parce que si les Maliens, à chaque fois que ce soit les Nigériens ou bien les Burkinabés, en fait, sont surpris par des terroristes, c'est parce que peut-être il y a quelqu'un qui détient les informations, mais qui n'avise pas. Et donc, aussi, à court d'informations, aujourd'hui, se fait submerger par ces vagues d'attaque. Comment un groupe terroriste peut attaquer un aéroport sans que l'État ne soit pas au courant? Donc, il y a un problème de renseignement. Si la CEDEAO peut aider, ou bien, en fait, d'autres États, parce que si on attend jusqu'à ce que des pays européens occidentaux, quand même, puissent venir partager et bien donner des informations à des situations réelles qui se passent sur le terrain, pour moi, c'est une faillite africaine. C'est une faillite de l'Union africaine, c'est une faillite de la CEDEAO. Donc ce partage d'informations, cette mutualisation de la vision stratégique qui doit régler des problèmes ponctuels au niveau de ces États pose problème. Et aujourd'hui, il y a des pays qui croisent les bras. Je ne dis pas s'il y a des pays qui croisent les bras pensant que en fait, cette situation ne viendra pas chez eux. C'est faux. Qu'ils ne sont pas concernés. Non, tout le monde est concerné. Donc cette mutualisation d'informations, ce partage de renseignements aujourd'hui est aujourd'hui le premier facteur pour moi pour régler la question sécuritaire. Après, maintenant, on pourra parler, échanger sur la question sécuritaire, comment y aller, avec qui et quel mécanisme et quel format. Absolument. Si vous, Abdallah, je me tourne vers vous pour demander justement, est-ce que la mutualisation des forces peut-elle renforcer justement la sécurité régionale dont parle Mohamed ou même le ministre de la Défense justement, sans limiter l'indépendance des États, bien évidemment? Très bien. La mutualisation des forces est indispensable. C'est pourquoi les pays qui nous ont précédés, l'Union européenne ou même les États-Unis, ont toujours eu besoin de troupes pour les aider, que ce soit au Vietnam, en Afghanistan. Les troupes en Afrique de l'Ouest, pendant les années 90 et début des années 2000, les pays africains ont envoyé des troupes au Libéria et au Sierra Leone. Aujourd'hui, l'Union africaine, 80% de son budget est payé par l'assistance internationale. Donc, ils ne peuvent pas contribuer. La CEDEAO, c'est la même chose. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est une meilleure gestion nationale entre communautés du pays et un bon voisinage. Si la Côte d'Ivoire, qui est le port, l'économie de la région, le Sénégal l'était avant, mais aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire, dans une grande partie le Bénin pour le Niger ou la Conakry pour le Mali, on doit s'entendre avec ces gens, mais surtout les dirigeants pour gérer ces crises internes. Ces crises qui, sous couverture religieuse, sont des rébellions politiques. On doit chercher un règlement politique entre communautés, lutter contre la corruption et s'entendre avec les notables des pays. Sinon, la crise continue. On peut accuser qui on veut, la France, l'Europe, les Turcs, la Russie, qui on veut, la Côte d'Ivoire, mais la gestion nationale est indispensable. Vous nous dites juste simplement qu'il faut une coopération entre les États, ce que dit justement le ministre de la Défense ivoirien. Justement. Mohamed Danyoko, je me tourne vers vous, vous qui êtes encore sur le terrain tous les jours. Est-ce que nos organisations dont on parle, les organisations régionales ou sous-régionales, on a parlé de l'Union africaine, de la CEDEAO, etc., est-ce qu'elles ne disposent pas aujourd'hui de moyens? On a parlé aussi de moyens qui viendraient pour 80% ou plus de l'étranger. Est-ce que c'est un problème de moyens qui se pose ou problème aussi de coordination et de gouvernance? Problème de moyens certainement, mais problème de volonté d'abord. Parce qu'il faut se souvenir que l'AES déjà a été créée. L'Alliance des États du Sahel. Des États du Sahel a été créée parce que ces pays ont estimé que la CEDEAO ne les aidait pas trop à lutter contre le terrorisme. Et on se souvient encore qu'au début de cette crise au Mali, en 2012, le président qui était là, qui était un général, Amadou Toumani Touré, paix à son âme, avait aussi tendu la main à tout le monde parce qu'il disait encore à l'époque, en 2012, qu'aucun pays pris individuellement ne peut lutter efficacement contre le terrorisme. Et c'est la même chose que pratiquement
16 ans, 15 ans après, Téné Ibrahima dit. Et quand Téné Ibrahima de la Côte d'Ivoire, le vice-premier ministre, dit ça, sauf que ça accompagne des actes qu'on a vus. On a vu que les lignes commençaient à bouger. Et nouvellement, il a prêté serment nouvellement, Romi Al-Wadani du Bénin. Il a commencé tout de suite à aller vers le Burkina, le Niger et le Mali. Parce que quelques jours avant même sa prise de fonction, le 5 juin, il y a eu des attaques dans le nord du Bénin. Des camps militaires ont été attaqués par des groupes terroristes. Le Bénin fait frontière avec le Burkina, là où il y a des groupes terroristes. Et récemment encore, on a vu le ministre de la Défense de la Mauritanie qui a été reçu par le président de la transition malienne, Assimi Goïta, pour naturellement parler de ces questions de sécurisation. C'est pour dire aujourd'hui que quand Téné Ibrahima pose ce constat, ça suit des actes qui sont en train de se dérouler depuis pratiquement un mois, allant dans le sens d'une coopération renforcée, parce que les pays certainement ont compris qu'ils ne sont pas épargnés. Le Bénin est un exemple, la Côte d'Ivoire, ça date de longtemps, mais c'est des pays qui restent encore fragiles et qui peuvent être attaqués par ces groupes terroristes qui n'ont pratiquement pas de frontières. Donc, il faut on peut en déduire que ça commence à bouger. Et Téné Ibrahima lui-même était au Burkina. Ils ont parlé avec le Burkina pour renforcer la coopération parce qu'ils font aussi frontière avec ces pays. Vous ne pouvez pas faire frontière avec un pays où le terrorisme sévit et penser que ça ne va pas venir chez vous. Il faut collaborer, il faut donner les informations et les moyens viennent compléter la volonté. Parce que quand il y a une volonté politique forte de travailler ensemble, CEDEAO et AES, surtout qui sont en pourparlers pour voir dans quelle mesure les deux entités peuvent travailler ensemble, je crois que ce sera l'un des points clés sur lesquels l'AES et la CEDEAO vont se retrouver, lutter contre le terrorisme et les moyens vont venir suivre et vont renforcer ce qui se fait déjà. En tout cas, vous dites presque tous les trois que la solution serait de coopérer. Donc, coopérer entre les États, coopérer entre les gouvernements, coopérer aussi entre les unités qui commandent tout ça. Ça nous fait passer sur la séquence 3. Donc, Guinée, on va en Guinée, justement, c'est pas loin de là aussi, où la bataille de la transformation locale des ressources, cette fois-ci, se pose. La question de la souveraineté économique encore est devenue un axe majeur dans les politiques africaines de manière générale, parce que plusieurs pays producteurs de matières premières veulent désormais sortir du modèle d'exportation brute et développer des chaînes de transformation locales afin de créer beaucoup plus de richesses, donc de valeur ajoutée locale et d'emplois sur le territoire. En Guinée, pays riche justement en ressources minières, les autorités de transition veulent imposer un nouveau modèle économique, en tout cas dans le secteur extractif. Et c'est le président de la transition qui le dit, je vais le citer, la Guinée ne peut plus se contenter d'exporter une ressource stratégique sans transformation préalable, à commencer par l'or extrait dans les mines du pays. Cette obligation s'appliquera à l'ensemble des opérateurs du secteur. On est vraiment dans des questions économiques, donc de gouvernance encore économique. Mohamed Diong, c'est à vous que je m'adresse. La Guinée dispose-t-elle des infrastructures nécessaires et des compétences pour imposer une transformation locale des ressources aurifères? Bon, si ça je fait peux, sourire. Oui, c'est une réponse basique. Je peux dire non. Parce que, voilà, mais moi, je salue déjà, bon, même si c'est une déclaration d'intention du président Doumbouya, bon, tant mieux qu'il le dise, qu'il le fasse. Mais après, dans la réalité du terrain, comme que ce soit la Guinée, partout dans d'autres pays en Afrique, la question de la gouvernance en fait, minière pose véritablement problème. Pose problème parce que la plupart des pays ne détiennent pas fondamentalement les leviers nécessaires pour organiser en fait ce secteur. Parce que si, je parle même, prenons la Guinée avec Simandou qui a vraiment attiré beaucoup de convoitises, beaucoup vraiment de débats et d'espoir quand même pour la Guinée pour sortir un peu des pétrins économiques. Parce que Simandou, on sait, Simandou, c'est vraiment une grande pompe, tout ça. Mais quid maintenant de la réalité économique de ces pays? Parce que la question des ressources minières en Afrique, comme on dit, c'est comme le pétrole en fait, ça a souvent des problèmes. Mais si le préalable n'a pas été mis en place, c'est-à-dire qu'une bonne gouvernance, une bonne feuille de route claire, impliquer toutes les parties prenantes, que ce soit même les populations locales où se trouvent les mines, ça va poser problème. Donc du coup, si le président Doumbouya fasse cette déclaration et dans la foulée, aujourd'hui en Guinée, il y a presque 100 contrats en fait, de miniers qui ont été bloqués, c'est parce qu'il va y avoir une transparence. Maintenant, est-ce que cette intention d'aller plus loin va continuer ou pas? Parce qu'à chaque fois, on sait qu'il y a des blocages, il y a des intérêts locaux comme internationaux qui essaient quand même de pousser ou bien d'ouvrir d'autres portes quand même pour accéder aux mines. Maintenant, aussi, cela n'empêche que si, en fait, Doumbouya fasse cette déclaration, le pays ne va pas se fermer parce que la Guinée n'a pas les moyens aujourd'hui d'exploiter individuellement ses ressources. Il faut s'ouvrir.
Et je pense que les Chinois sont là-bas. Et les Chinois ont investi presque 700 milliards de francs CFA. Il y a 2 entreprises chinoises qui sont là-bas. Mais c'est bien. Ça veut dire qu'il ne faut pas fermer la Guinée. Parce que la question des ressources minières, d'abord, ça règle un problème fondamental, la question de l'emploi. Parce qu'en Afrique, on sait très bien que le chômage est chronique. Donc si cette intention, cette vision, cette stratégie de Doumbouya parvient à asseoir une bonne politique de l'emploi, tant mieux. Mais aussi la question financière. Parce que exporter, parce que la Guinée a combien? A presque 100 et quelques millions de tonnes de bauxite à exporter. Pourquoi? Parce qu'au pays, il n'y a rien. Maintenant, si la Guinée parvient à transformer... Quand vous dites il n'y a rien, ça veut dire qu'on ne peut pas transformer sur place. Ça veut dire que c'est un désert industriel. Et je pense qu'il y a un sujet sur lequel on reviendra sur l'industrie et numérique qui est très intéressant. Moi, je pense qu'il y a un désert industriel en Afrique. Et donc, je termine sur ce point, Bachir. Et donc, si le Doumbouya demande à ce qu'il y ait une transparence, moi je pense que c'est bien, mais il faut s'ouvrir parce que la Guinée n'a pas les moyens. Il faut s'ouvrir d'abord aux entreprises, aux majors locaux, aux champions locaux, et puis maintenant aller chercher des partenaires étrangers pour pousser à ce que cette transformation se fasse en Guinée, générer de l'emploi, générer de la croissance et générer même en fait du profit pour les Guinéens. Ouais, en tout cas, générer de l'emploi et du profit pour les Guinéens. Mohamed Danyoko, est-ce que cette stratégie, peut ralentir les exportations et réduire aussi les recettes publiques? Parce que là, Mohamed Diong, ce qu'il nous décrit, c'est que la Guinée n'a pas les moyens de le faire, mais a cette volonté politique. Comment est-ce qu'on peut aller de pair en voulant fermer et ouvrir en même temps? C'est ouvert, hein, parce que le Mali, quand même, vous savez, produit beaucoup d'or. Donc, nous sommes parmi les premiers du continent avec le Ghana et l'Afrique du Sud. Et avec ce régime, il y a eu ce qu'on appelait la révision du contenu local. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, avec les exploitations minières, il y a en tout cas une grosse part, en tout cas, qui peut revenir à l'État malien. Et au-delà de ça, nous sommes depuis quelques jours dans une dynamique où les ministres communiquent sur les acquis des 5 ans du président de la transition. Et l'un des acquis qui est mis en avant, c'est la nouvelle raffinerie d'or. Et ça rejoint ce que Doumbouya est en train de dire. Et aujourd'hui, on a mis en place, c'est en état de construction bien entendu, et il y aura une raffinerie d'or au Mali pour essayer de transformer avant de faire sortir l'or. Parce que chaque fois, ça sortait à l'état brut et donc ce qui faisait un manque à gagner. Et donc aujourd'hui, pouvoir transformer, c'est déjà ça. Et sauf que transformer comment? Puisqu'on n'a pas toute la technicité nécessaire et tout, c'est bien entendu travailler avec comment on appelle, les Chinois qui sont déjà au Mali, qui travaillent dans les mines, l'Afrique du Sud et même le Canada aussi qui est là, et qui est progressivement un transfert de compétences. Un transfert de compétences qui, à terme, va permettre aux Maliens sur place de pouvoir reprendre la main. Mais sinon qu'on ne le ferme pas, mais c'est une politique qui est là, la raffinerie va commencer, mais bien entendu, pas seulement qu'avec les Maliens, parce qu'on n'a pas la technicité complète, mais bien entendu avec ceux qui nous aident et ceux qui exploitent déjà les mines au Mali. Et donc, c'est avec ceci. Donc, je pense que Doumbouya est dans cette dynamique et je pense que nous aussi, progressivement, on doit aller vers ça. Les 2 mines de lithium aussi, parce qu'au Mali, on a découvert le lithium, il y a 2 mines de lithium qui ont été ouvertes, ils se sont transformés à pratiquement 30 ou 35% sur place avant d'être exportés. Donc, ça crée beaucoup d'emplois dans la zone. Et aujourd'hui, comme mon confrère l'a dit, le chômage est chronique en Afrique. Et dans cette zone du pays aujourd'hui, notamment vers la région de Sikasso, il y a beaucoup d'emplois qui sont créés à travers cette mine de lithium. Et il y a une partie de la transformation qui est faite sur place et ensuite exportée. Donc, à terme, certainement qu'on va pouvoir faire l'ensemble du travail ici. Et ce sera tout bénéfice pour nos pays. En tout cas, c'est un bon début, comme vous le décrivez si bien. Il y a un début à tout aussi. On commence à produire, à transformer, en tout cas sur place, créer de la valeur ajoutée. De choc en choc, on va passer encore à un autre choc international. C'est l'Afrique face aux nouvelles vulnérabilités économiques, justement. Les crises internationales rappellent, donc c'est notre séquence 4, rappellent combien les économies africaines de nos pays restent connectées aux grands équilibres mondiaux. Les tensions géopolitiques, les perturbations commerciales et les difficultés d'approvisionnement peuvent aussi rapidement affecter les prix, les investissements, donc la croissance. Cette fois-ci, c'est le Fonds monétaire international qui alerte notamment sur les conséquences possibles des tensions au Moyen-Orient pour l'Afrique subsaharienne, surtout, du moins son directeur du département Afrique, Zeyn Zeidan, c'est l'ancien ministre mauritanien et président de la Banque de Mauritanie qui déclare, je le cite, « Le conflit au Moyen-Orient commence déjà à affecter les économies d'Afrique subsaharienne en raison des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. »
si Ould Abdallah, depuis Nouakchott, votre compatriote justement qui l'a dit, vous qui gérez encore des questions de gouvernance et de sécurité, est-ce qu'aujourd'hui, cette partie de l'Afrique est exposée comme il le déclare lui-même? Merci beaucoup, mais je vais me permettre juste de revenir sur la question de Guinée. Rapidement, pour dire que la Guinée était la source d'eau, et toujours la source d'eau pour l'Afrique de l'Ouest, le premier pays exportateur d'aluminium, et actuellement, avec les mines d'or, ils vont exporter 40 millions. Mais j'aime bien parler des chiffres, 40 millions. Et pas fait par des Occidentaux, mais la Chine et l'Australie. Donc, pourquoi ça ne se développe pas? Je pense que le commandant, le président Doumbia, est honnête avec lui-même. En plus, donc, aluminium, fer, or et bois, il y a un problème. C'est la gestion et qu'on s'ouvre comme l'a fait l'Asie, ainsi de suite. Pour revenir à votre question, ce que le directeur du Fonds monétaire a dit, je suis absolument d'accord avec lui, la crise du Moyen-Orient, comme toujours, c'est celle du Golfe, et pose un problème, et comme souvent, ce sont les pauvres qui payent le prix le plus cher. Quand il y a eu la crise d'Ukraine au départ, même si nos importations de blé ou de maïs d'Ukraine étaient faibles par rapport au reste du monde, c'est nous la première victime. Aujourd'hui aussi, c'est le cas. Mais il faut éviter qu'on mette en avant l'Afrique alors que les vrais concurrents sont d'abord des États du Golfe qui sont victimes parce qu'ils n'ont pas d'eau douce, les usines de dessalement ont été touchées et leur économie tourne autour du Golfe. Donc, je voudrais éviter que chaque fois qu'il y a des problèmes, on met l'Afrique en avant pour venir régler les problèmes, alors que nous sommes victimes, mais nous sommes marginaux économiquement. Notre part est marginale par rapport à l'Europe et aux autres. Oui, en même temps, c'est votre compatriote qui le dit et qui est président, qui est directeur du département Afrique de FMI. Monsieur Diong, justement, est-ce que ces crises dont il parle, il dit que ce n'est pas forcément nous qui sommes d'abord plus vulnérables, et en tout cas, c'est un indicateur de vulnérabilité structurelle des économies africaines, de manière générale? Oui, moi je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes déjà, parce que si le FMI, qui se réclame, en fait, révise la croissance africaine de 4,8 à 4%, c'est déjà très, c'est révélateur de beaucoup de choses. Absolument. Et qu'en Afrique subsaharienne, on voit aussi que l'inflation médiane a augmenté. Elle est partie de 4,8 à 3,7 à 4,8. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les soubresauts, en fait, les conséquences sont là sur le plan des chiffres. Maintenant, sur le plan structurel, effectivement, même s'il y a des pays, par exemple, je prends le cas du Sénégal, où le gouvernement a fait beaucoup d'efforts quand même pour contenir les prix. D'autres pays, par exemple, voient les conséquences en fait, de ces crises cycliques, parce qu'on parle de la crise du Golfe, mais c'est une crise pour moi qui est consécutive à beaucoup de crises, notamment, d'abord il y a la Covid, il y a la guerre en Ukraine, et maintenant il y a cette guerre. Et si maintenant il y a beaucoup de crises dans le monde, et ce n'est pas fini, je sais que c'est pas malheureusement, il y aura tout le temps des crises, et si l'Afrique maintenant, là où je veux venir, c'est que si l'Afrique, de manière structurelle, ne s'est pas organisée quand même pour contenir ces crises, demain il y aura une crise forte quand même qui va plomber carrément l'économie africaine. Parce qu'avec cette crise en fait, du Moyen-Orient, qu'est-ce qu'on pense et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? La question de la sécurité alimentaire déjà qui pose problème. Parce que la plupart des engrais viennent en fait du détroit d'Ormuz. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les agriculteurs africains auront des problèmes. Et ça commence à se sentir. Du coup, les prix vont augmenter. La sécurité alimentaire va carrément aura un impact clair sur la population africaine. Et je ne parle même pas de tout ça. Mais la question sanitaire, on n'en parle pas. Mais cette crise aujourd'hui a des conséquences sanitaires. Parce que si le blocage en fait, d'Ormuz continue, jusqu'à présent, on ne sait même pas si c'est ouvert, si c'est fermé, parce que la chose se décide ailleurs. Et aujourd'hui, les pays africains sont en train de suivre. Et ce qu'on disait tout à l'heure, la gouvernance de l'Union africaine par rapport à la gestion des crises, que ce soit sanitaire ou bien économique, pose problème. C'est-à-dire que la convergence stratégique pour voir aujourd'hui quels sont les pays forts. Par exemple, si je prends la Guinée, le Nigeria, qui est un pays vraiment qui a beaucoup d'énergie, des pays comme le Maroc qui ont une industrie pharmaceutique
puissants, importants, et d'autres pays quand même. S'il n'y a pas cette jonction, cette cohérence en fait, de vision pour un peu asseoir des dynamiques, ça va poser problème. Donc, en termes de croissance et d'inflation, on aura énormément de problèmes. Donc, l'FMI, par contre, le FMI, c'est une banque, il faut dire ça. Absolument, ouais. Qu'est-ce qu'elle va faire? Non, elle va essayer de tirer profit pour elle. Maintenant, est-ce que les économies africaines sont tellement solides pour faire face à ça? Je dis non. Maintenant, il s'agit des pays africains, individuellement, pour voir un peu comment ils vont se protéger pour avoir un parapluie économique très fort pour quand même faire face à des crises cycliques qui viennent souvent perturber l'économie du continent. En tout cas, le tableau est de plus en plus sombre, je crois, si on vous suit, M. Ndiang. Justement, la 5e séquence nous amène justement à la question donc, que vous posiez tout à l'heure, tous les trois, et séparément, bien évidemment, on parlait d'industrialisation ou numérisation, justement. Quelle priorité pour le développement africain? Le débat sur le modèle économique continue encore à opposer souvent deux visions. Faut-il d'abord bâtir une base industrielle solide ou miser directement sur les technologies numériques pour accélérer le développement? En tout cas, pour l'économiste sud-coréen Ya Jun Chang, l'expérience historique montre que l'industrialisation reste une étape essentielle. Parce que lui, il parle aussi de faits. Je le cite justement. Il dit que l'Afrique doit s'industrialiser avant de se numériser. Mohamed Danyoko, j'allais dire Mohamed Ndiang. Mohamed Danyoko, c'est à vous d'abord que je m'adresse. L'Afrique peut-elle retarder sa transformation numérique justement au nom de l'industrialisation dans une économie mondiale dominée par la technologie? Je ne dirais pas retarder, mais je dirais de prioriser. Qu'est-ce qu'on priorise avant l'autre? Ouais. On peut se numériser à notre rythme, bien entendu, mais je pense qu'il nous faut vraiment nous industrialiser. Nous industrialiser dans le sens où, comme Mamadou Doumbouya l'a dit, ça va nous permettre déjà de pouvoir transformer, en tout cas, nos matières premières. Aujourd'hui, l'Afrique est convoitée. Pourquoi? À cause de ses ressources, à cause de ses matières premières, et que nous devons pouvoir transformer sur place pour avoir de la plus-value. Aujourd'hui, mon confrère a parlé de, comment on appelle, de chômage chronique. On sait que on sait que les usines créent quand même des milliers d'emplois. Aujourd'hui, quand on parle de terrorisme dans le Sahel, on va chercher souvent beaucoup de choses, mais la cause première est souvent économique, d'après ce qu'on a pu lire, en tout cas des rapports des chercheurs qui ont travaillé sérieusement sur la question. C'est le chômage des jeunes, c'est la précarité, c'est ce qui pousse les gens souvent sans conviction à se donner au terrorisme. Et donc, si on avait cette industrialisation forte, qui, en tout cas, derrière va créer beaucoup d'emplois, et qui dit emploi parle d'une certaine stabilité économique, c'est sûr que les groupes même terroristes auront du mal à recruter au sein de la communauté. Absolument. Et donc, on peut se numériser à notre rythme, mais on ne peut pas le faire comme ceux qui sont déjà industrialisés. Quand on parle de l'économie américaine, quand on parle de l'économie chinoise, mais il y a des industries pas possibles. Quand on parle aujourd'hui de changement climatique, on nous dit que l'Afrique est frappée par le changement climatique, mais nous polluons moins. Mais qui pollue? Ce sont ceux-là qui sont industrialisés et qui sont numérisés plus que nous. Donc, on doit aujourd'hui s'inspirer. Moi, je pense qu'il a parfaitement raison. On ne va pas dire qu'on va arrêter carrément la numérisation. On va aller à notre rythme, mais donner plus aujourd'hui et baser plus l'effort sur cette industrialisation qui va nous permettre de transformer notre or, de transformer nos produits locaux et de les revendre à des plus-values et par conséquent créer beaucoup d'emplois chez nous et sortir les gens de la précarité. Et on va trouver beaucoup de solutions vont en découler par rapport à beaucoup de crises que nous connaissons dans nos pays. Tout à fait. Je vais peut-être interpeller encore Siould Abdallah. Est-ce que l'industrialisation reste-t-elle la voie incontournable du développement ou le numérique dont on parle peut-il constituer une alternative? Vous qui suivez aussi des questions de gouvernance et de développement. Mais je pense que c'est une question absolument importante. Et je pense que l'Afrique, comme les autres continents, se développe bien dans ce domaine. Ce qu'il faut éviter, c'est penser que l'Afrique, c'est-à-dire de Casablanca jusqu'à Cape Town, va se développer de la même manière, ou de Dakar à Djibouti. Donc, nous avons des zones où il y a de grands progrès, et ces zones, comme le Rwanda, auront des effets de contagion. Comme le Maroc, ils auront des effets de contagion. Mais on ne peut pas généraliser ce que l'Afrique a planifié ou attendre que tout le monde. Et je pense que pour la communication, pour beaucoup de choses, le système bancaire et d'autres, l'Afrique se développe
Et c'est une chance, à mon avis, pour l'Afrique, comme nous n'avons pas profité de la zone industrielle, de la phase industrielle, peut-être la phase électronique va aider les pays africains les plus organisés comme Maroc, Cap-Vert, Sénégal, peut-être Botswana et autres à avancer, mais pas toute l'Afrique parce qu'il y a des gens qui sont encore dans l'ère du téléphone fixe. Vous avez été très bavard dans ces questions-là, justement, ce qui nous fait passer justement à la dernière séquence de notre... cette question, est-ce que vous voulez juste une phrase? Oui, allez-y. Oui, en fait, parce que l'économiste coréen nous a demandé de choisir entre l'économie et l'industrie et le numérique. Non, au contraire, il nous a dit que l'Afrique doit s'industrialiser avant. Voilà, donc moi, justement, voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi, je pense que c'est une fausse dichotomie déjà, parce que c'est deux choses qui vont en pair en fait, qui vont ensemble. Absolument, oui. Qui vont ensemble. On ne peut pas s'industrialiser sans passer. Aujourd'hui, dans le monde actuel, si on regarde l'Afrique avec sa jeunesse, avec les besoins aujourd'hui industriels, on parle d'industrie 4.0. Oui, tout à fait. Ça veut dire que c'est une fausse dichotomie. Ça doit aller de pair. Absolument. Voilà. Tout à fait. Ouais, c'est bien résumé justement ça. Ça nous permet justement de finir encore sur le numérique cette fois-ci, qui est une opportunité historique ou une nouvelle fracture encore pour certaines populations justement. Parce que la transformation numérique ouvre de nouvelles perspectives, vous l'avez tous dit, pour l'Afrique en tout cas. Accès aux services, innovation, création d'entreprises ou nouveaux modèles économiques. Mais elle pose aussi la question de l'accès équitable aux infrastructures. C'est ça qui est un problème, donc, et aux compétences. Pour les acteurs du secteur, en tout cas numérique, pour devenir un accélérateur de développement, c'est ce que déclare Rada Benjeloun, qui est CEO d'Hitech. Et donc, je le cite, il nous dit que la révolution numérique nous offre une vraie possibilité de combler l'écart dont vous parliez, qui nous sépare du reste du monde, nous permettre de créer de la valeur et de l'utiliser et pour créer un modèle de développement durable. Mohamed Danyoko, justement, la question donc est de savoir simplement si le numérique peut réellement réduire cet écart. Au niveau du Mali, on va faire pays par pays. Au Mali, déjà, on parle de fracture numérique. Moi qui suis à Bamako, je suis un privilégié par rapport à quelqu'un qui est à Gao pour envoyer un petit élément, ça peut prendre toute la journée. Et donc, on va travailler déjà à... Ça me ramène à ce que disait, comment on appelle l'autre, on va s'industrialiser d'abord. Moi, je pense, parce que même au Mali, en termes de connexion, on veut, comment on appelle, aller au même rythme que le monde entier. On veut faire du numérique, ceci ou cela. Mais au pays, au Mali, il y a la fracture numérique. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. La connexion n'est pas la même chose qu'on soit à Bamako, à Gao, à Kidal, ou même à Tombouctou. Absolument. Vous l'avez dit, on va voir si Nouakchott aussi, en une phrase, si Ould Abdallah, est-ce qu'on est bien logé à Nouakchott, mieux logé à Nouakchott qu'à Casablanca? Je pense que les progrès en matière électronique sont très importants en Mauritanie par rapport à l'introduction du téléphone, des computers. L'état civil, l'administration, les problèmes de sécurité sont tous électroniques et je pense que ça doit être le cas pour le reste de l'Afrique. Donc, pour l'économie, et ça donne une chance, en fait. Absolument. Une chance pour l'Afrique, vous l'avez dit, Excellence. Mohamed Diong, en une phrase aussi, on est mieux ici qu'ailleurs? Non, mais en fait, au-delà de tout ça, moi, j'aborde en fait, la question de manière macro, parce que cette question numérique, maintenant, a une dimension. La dimension aujourd'hui, c'est l'économie numérique sur laquelle on parle aujourd'hui, et maintenant qui va dresser beaucoup de croissance, parce qu'en 2050, on attend à une hausse de 6% en fait, du PIB africain par rapport à, si on l'utilise bien, et ce qui répond en fait à une question, la problématique des infrastructures numériques. Comment l'Afrique aujourd'hui va s'organiser pour apporter une valeur ajoutée à son économie via le numérique avec les infrastructures, avec beaucoup d'instruments, notamment avec l'émergence de l'intelligence artificielle, qui est un nouveau élément important sur lequel l'Afrique peut compter pour accélérer son développement. Parce qu'on a un retard vis-à-vis de l'Union européenne, mais il y a quelque chose qui est démocratique sur lequel l'Afrique peut combler un retard énorme, c'est l'IA. Si l'Afrique l'utilise bien, et on évite vraiment le dream brain, c'est-à-dire que la fuite des cerveaux qui vont ailleurs pour quand même monnayer leur expertise et leurs compétences, je pense que l'Afrique pourrait, dans les années futures, vraiment profiter du numérique comme nouveau levier de développement.
On va s'arrêter sur cette bonne note d'espoir. En tout cas, merci à vous tous. Merci à tous les trois. Sécurité, souveraineté économique, industrialisation numérique, on en a parlé. L'Afrique est aujourd'hui confrontée effectivement à des choix stratégiques qui détermineront demain sa place dans le monde. Merci à vous tous les trois. Merci à Siwold Abdullah. Merci à M. Danyoko. Merci M. Njong. Merci. Chers téléspectateurs, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci aux équipes techniques, éditoriales et de production. On vous dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci.